Et donc, pour se retrouver aujourd'hui chez Christian, qui va nous parler aussi d'ACS, mais pas que, parce que tu vas nous parler aussi de votre magnifique structure de méthanisation et peut-être d'autres aspects également. Et donc, je voudrais te remercier vivement et toute l'équipe autour de toi de nous accueillir ici à Mongenod, endroit qui n'est pas facile à trouver, puisque je vois, Michel, tu as l'air d'avoir trouvé facilement. Mais nous, avant de trouver la première indication, c'est la dernière route à gauche. Bien, donc on va passer la journée ici. Comme on est un petit peu en retard, on va commencer dès maintenant avec toi, Christian. J'ai pas mis la cravate. Voilà, ah bon, je suis navré. Bonjour à toutes et tous. Je suis très honoré de votre présence, aussi nombreuse. Je viens de faire un dernier appel au restaurant qui va rajouter encore une place. Bon. Donc c'est bon, tout le monde est logé. Le timing est serré, donc on démarre un peu en retard et on va s'adapter. L'idéal ce serait que nous soyons au resto à 12h15, on est à un quart d'heure d'ici. Donc il faut qu'on quitte la salle à midi. On va grouper les voitures pour en faire le moins possible. Et puis après-midi, il faut qu'on sorte du resto maximum 14h, de manière à se rendre sur le site de méthanisation qui était aussi à un quart d'heure du restaurant et qui est à un quart d'heure d'ici. Et Julien, mon fils, vous accueillera là-bas. Alors il sera avec nous au déjeuner. Je vous prie d'excuser pour ce matin parce qu'il a des imprévus. Ma femme aussi, je l'excuse parce que, vous pourriez bien l'excuser parce qu'elle a préparé tout ça. Mais elle est de garde du petit-fils. D'accord. Noble métier. Donc elle nous rejoindra cet après-midi, en fin d'après-midi, parce qu'après la visite du Lametta, on reviendra ici pour discuter avec Julien. Il va vous expliquer la vision qu'ils ont les associés de l'après-méthanisation. Et vous verrez comment la méthanisation est très accrochée au fond aux fermes. Voilà. Et on en parlera largement parce que c'est un vrai débat, un vrai sujet pour l'académie. On en a parlé hier d'ailleurs lors de notre réunion de la section 9, de savoir si on devait réfléchir, nous, au rôle de l'agriculture dans les énergies renouvelables. Voilà. Donc, merci vraiment de votre présence, je suis très honoré. Mongenod est un village facile à trouver. Il est sur tous les GPS. Ah oui. Alors, il est là, Mongenod. Vous voyez, ça c'est le département de la Marne. Donc ici vous avez l'Aube, la Seine-et-Marne, et Lyon. On est donc tout près de ces trois autres départements. Et ici, Mongenod, vous êtes sur le dernier village de la Marne, et à côté c'est Villenox, l'Aube. Et vous avez vu les vignes. Les vignes, c'est ce qu'on appelle les côtes du Cézanais. Ils font tout ça jusqu'à Cézanne, et après ça repart sur Épernay comme des blancs. Voilà, pour vous situer, et Paris est là. Et les nouvelles zones récentes de Champagne dans l'Aube, ça se situe alors l'Aube, c'est ici. C'est par ici, d'accord. C'est très très loin. L'Aube, il y a le Bar-sur-Aube très en dessous. et le Bar-Sécanet. Oui, c'est très en dessous. Tout à fait. Alors, j'ai invité Didier Roy, que vous avez eu l'occasion de saluer tout à l'heure, qui est donc, est comme moi retraité, mais retraité actif, puisqu'il est un des partenaires importants de la méthanisation, dans la mesure où lui, son originalité, c'est qu'il n'a pas de terre parce qu'il nous les a cédés. Il n'a pas de terre pour fournir des cives, mais il a une tête qui nous sert, qu'on utilise beaucoup d'ailleurs, pour tout ce qui est administratif et comptable. Et tout ce qui est prévision, évidemment, il n'arrête pas de faire des business plans et de faire des corrections sur les business plans, intégrant les imprévus qui arrivent évidemment un peu tous les jours. Et donc on faisait les semis avec la charrue, derrière quelqu'un qui passait ce qu'on appelle un cross-ski, donc un rouleau, et qui en même temps ramassait des pierres, parce que notre particularité c'est qu'on a des cailloux, voilà. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on est passé en ACS. Et le dernier, c'était moi qui passais avec ce système de semis direct sur la bourre, on va dire ça comme ça. Et en 1994, j'ai organisé sur cette commune un remembrement. Parce qu'on avait un remembrement qui datait des années 60, donc les remembrements financés de l'époque, qui en avait des parcelles de l'ordre de 3-4 hectares. On a donc organisé sur cette commune un remembrement. Malheureusement, on n'a pas été suivi par les communes voisines qui le regrettent aujourd'hui, mais c'est comme ça. Donc 400 hectares seulement, un remembrement qui nous a coûté cher, avec des drainages, parce que vous verrez sur le haut du village, vous avez vu les vignes,
au-dessus, c'est le plateau de Brie. Et le plateau de Brie, c'est des limons hydromorphes. Des très bonnes terres, mais qui nécessitent d'être drainées, quelques-unes au moins. Il Et puis ici en bas, y a une mare au-dessus là. oui, il y a le Mar. Hein, c'est ça, ouais. Et ici en bas, vous êtes sur la Champagne. Voilà. Donc on est vraiment dans une région particulière. C'est pour ça que c'est très diversifié comme paysage. Donc le remembrement nous a conduit effectivement à sonder un petit peu les terres, la valeur des terres, parce que vous savez, quand on fait un remembrement, chacun a les meilleures terres. Voilà. C'est normal. Donc on fait des carottages pour regarder un petit peu, et on fait quelques années de sol, et on regarde un petit peu la différence de qualité, je dirais entre guillemets, parce que ça veut dire quoi une qualité de sol. Et on met les coefficients à la surface, en disant ben voilà, la terre de Rousseau, elle vaut, enfin cette parcelle-là, elle vaut 1, celle d'à côté, elle vaut 0,9, etc. Les plus, les moins, les doutes, les comparaisons, et voilà. Donc, bravo. Que disait Marion, le digestat, sa carrière. Ouais, c'est bravo, bravo, bravo à toi, Christian. Merci Michel. Bon, Julien, Mathieu, Didier. Michel est le président de l'Académie des Cette année. Et Marion l'était l'an dernier. C'est un grand monsieur et c'est une grande dame. Oui, pas par la taille. Et on a eu aussi, où il est Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis Bernard. Du président, il y en a plein, hein. Oui, vu que ça change tous les ans, forcément. Bonjour et bienvenue à tous, nous nous retrouvons ici sur l'exploitation de Christian Rousseau qui nous fait visiter sa ferme dont la spécialité est la méthanisation. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez, voilà, pour les gens qui peut-être connaissent pas la méthanisation, expliquer concrètement ce que c'est, comment ça fonctionne et ce qu'on produit? Dans la méthanisation, le principe, c'est la panse d'une vache, sauf que c'est une panse en béton. C'est exactement le même phénomène. On met des intrants organiques, végétaux, dans cette panse, hein, qui s'appelle un digesteur. Il y a des bactéries et des micro-organismes qui digèrent la matière végétale. Alors, j'ajoute qu'avec la matière végétale, on met également des intrants, des coproduits industriels, notamment des glycérines, des produits qui viennent de l'industrie des biocarburants en particulier. On met des issues de céréales, donc des déchets de céréales également, qui sont très méthanogènes. Et donc le principe, c'est que les bactéries digèrent cette matière, dégagent des gaz dans lesquels il y a 55% de méthane et 45% de gaz carbonique, de dioxyde de carbone, à peu près. Et donc ces gaz sont ensuite traités dans un échangeur, dans un épurateur qu'on appelle, et nous livrons à GRT Gaz, donc ici on a des conduites, ce qu'on appelle les autoroutes du gaz. On injecte à 70 bars de pression, le gaz est épuré, il est pur, donc c'est du CH4 qui est pur à 99,9%, qui est odorisé par un système, parce que le gaz doit être automatiquement odorisé. Et donc on participe effectivement à la fourniture de gaz vert dans les conduites de GRT Gaz, tout simplement. Donc cette méthanisation, son principe, c'est de digérer cette matière. On digère à peu près 30% du carbone des intrants végétaux. Le reste retourne sous forme de digestat dans les champs. Donc contribue à fabriquer de l'humus, puisque le carbone qui est contenu dans cette matière qui n'est pas digérée, c'est un carbone assez stable et qui donc contribue à faire de l'humus assez rapidement. Pouvez-vous déjà nous dire pourquoi vous avez fait le choix de vous tourner vers la méthanisation? Alors d'abord parce qu'on est un groupe d'exploitation, on a 3 exploitations qui représentent 500 hectares en grande culture. Et on cherchait une diversification, surtout un prolongement agronomique de nos systèmes d'exploitation, parce qu'on est en ACS depuis 25-30 ans maintenant. Et on sent bien que la dépendance totale que l'agriculture a à l'égard des intrants, notamment engrais, phytosanitaires et machines également, fait qu'à un moment donné, on va avoir quelques soucis. Donc la méthanisation est un moyen à la fois de produire de l'énergie en plus de l'alimentaire, de faire produire nos sols un peu plus et donc de chercher un revenu complémentaire, tout en assurant par le retour de digestat une fertilisation qui nous rendrait moins dépendants des intrants achetés, notamment des engrais liquides et des engrais azotés qui sont fabriqués à l'étranger, bien entendu, et avec du gaz russe en particulier.
Donc c'est un moyen de recherche d'indépendance et en même temps un moyen de prolonger notre réflexion sur l'agriculture-conservation des sols, puisque Digesta participe à la fertilisation des sols par le retour évidemment d'organique et également la double culture qui est imposée par le système méthanisation fait qu'on a une optimisation de la production des sols et qu'en même temps on est capable de régénérer la matière organique des sols avec ces systèmes-là. D'accord, merci. Et vous diriez qu'il y a à peu près combien de personnes qui ont, d'exploitants agricoles qui ont choisi, comme vous, de faire de la méthanisation? Est-ce que vous êtes plutôt un cas isolé? Est-ce que c'est assez répandu? Et est-ce que c'est amené à se développer dans le futur? Alors, il y a une politique française qui consiste à favoriser l'émergence de méthaniseurs agricoles. Et je précise que pour être méthaniseur agricole, il faut que 50% au moins des actionnaires soient des agriculteurs. Et il faut que 50% au moins de la matière entrante soit issue d'origine végétale agricole. Le reste, ça peut être industriel, mais il faut que ce soit 50% au moins agricole. Donc voilà, ça ce sont les bases. Alors, combien d'agriculteurs sont méthaniseurs aujourd'hui? Je pense dans le département de la Marne, il y en a une centaine aujourd'hui, qui ont bénéficié un petit peu. Alors on a un contrat de fourniture de gaz avec Engie pour ce qui nous concerne nous, à un prix garanti pour 15 ans. Qui dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment la capacité de production. Plus on produit, moins le prix du gaz est cher. Et donc il y a actuellement un ralentissement dans les projets parce que les conditions ne sont plus réunies pour rentabiliser des affaires. Pour ce qui nous concerne, on est tombé nous dans la période Covid et surchauffe un petit peu des frais financiers et des coûts d'investissement. Donc ça nous a un peu bloqué au niveau du choix des investissements. Donc on a préféré investir le maximum dans le gaz. Donc tout ce qui est, article de confort autour de la méthanisation, on ne l'a pas fait. Donc ça sera à venir après. Mais combien vous dire il y a de méthaniseurs aujourd'hui? Je ne connais pas le chiffre exactement. Pour vous donner un exemple global, la méthanisation produit aujourd'hui à peu près 10 TWh en matière d'énergie. Le projet 2050 du gouvernement prévoit 140 TWh. Et en pourcentage, vous savez nous dire à peu près combien c'est de la production totale française? De gaz? Oui, de gaz ou d'énergie. C'est epsilon, c'est 1% ou 2%. Ouais. Et ce qui concerne les cultures, c'est pareil. En général, c'est quand même des exploitations bien structurées qui investissent dans ces méthaniseurs parce que l'investissement est énorme. Pour ce qui nous concerne, c'est 12 millions d'euros. Donc les banques apportent beaucoup, mais il faut apporter aussi des fonds propres. Donc pour ce qui nous concerne, on est 4 exploitants aujourd'hui agricoles groupés dans cette société. Et on représente, on représente 1200 ou 1300 hectares de fourniture de biomasse. D'accord. Et donc, par contre, vous avez quand même gardé une partie de votre activité d'exploitation des terres et de revente du produit agricole. Ah oui, on reste évidemment essentiellement alimentaire. Le biogaz, pour nous, la surface qui nourrit le méthaniseur, c'est à peu près un tiers de nos surfaces, 30%. 30% de nos surfaces sont consacrées à des cives, donc cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui sont récoltées au mois de mai et qui sont réimplantées derrière avec une culture principale, qui normalement est faite pour faire du grain, donc soit du maïs, du sorgho, on fait du chanvre également, de la luzerne déshydratée. Alors merci à Christian Rousseau pour cette visite de son exploitation de méthanisation dans la Marne et on vous emmène tout de suite pour la visite. On va voir à la fin, puisque c'est la fin du process. Le point d'injection versé est là-bas, et donc ils viennent se peser ici. Donc chaque camion qui rentre, donc en intrant solide, quand on fait des cives et qu'on récolte nous-mêmes agriculteurs ou les camions, passe par la pesée, parce que tout est évidemment extrêmement tracé. Les camions, c'est des intrants de l'industrie agroalimentaire. Donc, qui laisse le passage d'un homme et on peut tirer. Voilà. Sinon, on a pensé à l'hélicoptère russe. Voilà, ça fait une nouvelle technique à développer, c'est sympa. Un petit
tout, c'est un emmerdement de plus, quoi. Ah oui, oui, c'est Voilà. clairement. Ouais. Voilà. Alors après, combien on gagne? Vous voyez, Ouais, c'est la croûte elle est Elle est ridicule. pas, en fait. elle est ridicule. Donc, non, nous on estime que c'est vraiment pas nécessaire. D'accord. Alors on a essayé de. Alors là, c'est totalement naturel en herbement. On a essayé à une époque de se mettre de l'escourgeon. Il faisait sec, il a absolument pas levé. De l'orge, je sais plus. Il a absolument pas levé. Donc on a laissé tomber. Il y en a. Oui, c'est ça. Exactement. Il y en a qui couvrent avec du digesta. Ils mettent une couche de 20 mètres plus. De toute façon, ça va rentrer au process puis ça va ressortir en digesta. Et ce qu'on toi là-haut tout au fond, c'est quoi? C'est un tas de terre. C'est un tas de terre. Non, mais c'est la fin du. Non, en fait, oui, après ça fait comme ça. Alors la particularité de cette plateforme, vous voyez la délimitation là, ici là? Oui, c'est la pente. Ah voilà. Là c'est la voirie. Toutes les eaux s'écoulent, on voit bien au milieu. Donc ça c'est la voirie. Voilà. Et là c'est le silo. Et alors le silo, ça fait un grand diamant qui part comme ça. Et il y a 4 bouches qui viennent collecter les jus de silo qui pissent gentiment et donc qui sont collectés et qui sont récupérés dans un bassin de rétention qui eux-mêmes peuvent être réintégrés au process. Quelque chose il faut le faire dans le temps, y compris quand on regarde les sec, que ce soit sécal sur la matière et en bas donc vous avez une vis de gavage qui va aller vers ce qu'on appelle un rotacut qui est un broyeur qui va appuyer sur une grille pour que ça découpe et en fait tout le process d'incorporation c'est assez simple, vous prenez du digesta, vous mettez de la matière solide que vous broyez, vous mélangez les deux et vous réinjectez et ça fait comme ça. Tout transite par un local pompe qui est le petit local marron là-bas, donc les pompes sont en bas et au-dessus c'est les armoires process et donc il y a 2 pompes qui gèrent tous les transferts du site et donc quand on incorpore on utilise une pompe, on prend la matière solide, on prend un digesteur, on mélange et on réinjecte dans le même digesteur. Ce qu'on peut faire aussi et qu'on fait la nuit, c'est qu'on prend du post-digesteur où c'est plus liquide, c'est moins visqueux et on prend le liquide du 40, le digesteur du 40 pour injecter. Un digesteur et un post-digesteur, parce que Alain m'a posé la question. C'est comme un rumen, voilà, c'est pareil. Mais en fait, c'est surtout pour augmenter le temps de digestion, quoi, en fait. Le temps de digestion, c'est la quantité de matière divisée par le volume par jour. C'est 12 heures un temps de digestion. Ah non, c'est 80 à 100 jours. Ça veut dire que vous chargez 100 tonnes par jour, mais là-dedans il y a 2700 mètres cubes par digesteur. Et il y a 5000 mètres cubes dans le poste. En fait, on en rajoute sans arrêt. C'est ça, je sais. C'est un process continu en fait. C'est un process continu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas changer la recette. Et en fait, par débordement, en fait, il y a une régulation. On est entre 615 et 620. Voilà, on est entre 615 et 620 cm. Ils font 7 mètres de hauteur les ouvrages. Quand on arrive à 620, paf, transfert. Vous avez ça dit qu'on transfère. commence par sortir le digesta et après on remplit ou ça se fait concomitamment. En même temps, c'est automatique. Quand on regarde la montée en charge, on est monté en charge, on a amené du digesta qui vient de l'extérieur, on a monté en charge, monté en charge, monté en charge, monté en charge. Et quand on arrive en haut de l'ouvrage, quand on dépasse le seuil qu'on a défini, il transvase dans le post-digesteur et ainsi de suite. Et quand le post-digesteur il est plein, il transvase dans les stockages. Ce que je peux vous dire, c'est que le post-digesteur, je vais oublier les chiffres, mais je crois que il reste 5%, même pas je crois, de CH4, enfin de capacité de potentiel, voilà, merci, potentiel de digestion restant. C'est ridicule. Voilà.
puis l'image, sur TeamViewer, vous pouvez le lire. Allez-y par contre. Alors le problème c'est si le compresseur se met en route, on ne s'entendra plus. On verra peut-être plus en salle. Je vous expliquerai après en salle, mais c'est vraiment, là c'est le cœur du système et celui-ci c'est celui qui doit fonctionner. Si celui-ci est connerie. Je voulais juste vous montrer ça, c'est l'analyse en gaz. Toutes les 4 heures on fait une analyse du gaz et ça passe par là. C'est juste le petit boîtier qui passe sur le gaz. Ça c'est la vis de gavage qui est en dessous là, c'est la fameuse vis qui est en bas. Et ben, voilà, il y a 1 semaine et demie elle a pété. Voilà. Ah oui. À cause de quoi on sait pas. Ah bah l'usure, chargement. ça bouffe. Hein. C'est le chargement. C'est la vis du bas. Oui, d'accord. Ça peut couper. Hein. Attends. Il y a des pièces de rechange, il y a un stock C'est ici. Donc là c'est le local épuration. Alors nous on a une spécificité, c'est qu'on est en épuration à l'eau. On n'est pas en épuration membranaire. L'épuration à l'eau c'est très simple, c'est le principe de la loi de... je sais plus qui, ça me reviendra. C'est le principe qu'un gaz a une certaine pression dans l'eau, et pas tous les gaz, se dissolvent. Et il vient piéger dans l'eau par dissolution. Et on applique une pression de 7 bars, enfin là on est monté à 7 bars et demi, mais à 7 bars et demi, tous les gaz CO2, H2S, NH4 se diluent, mais pas le CH4. Donc le CH4 sort. Donc on a une colonne de lavage, qui est la première grosse colonne. Ensuite on passe par un flash tank qui va décompresser l'eau, ça ressort encore un peu de gaz. Et ensuite dans la dernière colonne, c'est une colonne de... on vient faire buller de l'air, de l'air, de l'azote et tout ça. On vient faire buller de l'air pour extraire les off-gas, donc le CO2 résiduel et le H2S résiduel de l'eau. Et une fois que ces off-gas sortent, ils passent par des charbons actifs, des filtres à charbon, et sont envoyés à l'atmosphère. Il se trouve que là, l'H2S il se déclenche, vous le détectez à 0,1 ppm. Et après vous le sentez plus au-delà de 100 ppm. Si vous le sentez plus, ça ne veut pas dire que c'est
justement très toxique. Hein, mais bon. Donc quand on le sent, c'est que ça va encore. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ça va. Mais on les change régulièrement. Donc nous, la particularité, c'est qu'on a un process qui est capable d'avaler des taux de soufre énormes. Voilà. Les membranaires, ils sont obligés de gérer leur soufre dans les digesteurs, sans quoi les membranes, elles ne marchent plus. C'est mortel pour le... Non, c'est surtout que la membrane, elle ne marche pas avec du soufre. Oui, non, mais les gaziers, ils n'aiment pas. Hein, oui. Ah bah non. Ah bah zéro soufre dans zéro le... soufre, Enfin, les valeurs, je crois que c'est 0,5. Oui. C'est très faible. Et ce soufre, alors qu'est-ce qui devient? Il est valorisé? Ah non. Comme le CO2 n'est pas valorisé sur ce site. Et le NH4, il est valorisé? Non plus. Il y en a très peu. Donc une fois que le gaz... Donc en fait c'est très simple le process. Le biogaz arrive, on a une petite soufflante, c'est juste un ventilo qui va forcer l'air sur 2 compresseurs moyenne pression. C'est des compresseurs qu'on a spécifié d'être lubrifiés à l'eau de lavage, et refroidis aussi par l'eau. Et en fait, ces 2 compresseurs HP, ils ont une capacité de faire 900 nanomètres cubes de biogaz par heure. Donc ça fait 1800 à eux deux. Ils vont pas jusque là évidemment, mais et ils compriment le gaz jusqu'à 7 bars. Et à 7 bars, on envoie dans la colonne de lavage. En haut, il y a de l'eau. Donc à contre-courant, gaz et eau, et c'est comme ça qu'on chope par dilution du gaz dans l'eau les off-gaz. Ensuite c'est séparé. Et une fois que le gaz est lavé, donc le CH4, il peut y avoir une quantité résiduelle infime d'H2S, et on fait passer par des petits filtres à charbon pour les récupérer, qui font aussi office de sécheur. Parce que le gaz est chargé d'eau, donc il est séché. Il y a 2 sécheurs qui fonctionnent alternativement. Et ensuite, une fois que le gaz il est sec, mais il est qu'à 7 bars. Il faut l'injecter à 45. Donc ce que vous entendez là, c'est le compresseur HP. C'est un compresseur volumétrique, c'est des pistons qui vient compresser à 45 bars. Et ensuite, réseau, là-bas, le poste d'injection. Alors oui, ils ont toute une ribambelle d'analyseurs évidemment, hein, chromatographie, débitmètre, c'est les meilleurs. Et le THT, donc l'odorisant. Ils odorisent, les mercaptants. On est l'odeur caractéristique du gaz. Mais jusqu'à 45 bars, c'est chez toi. Ouais. Moi je sors à 45 bars. Oui, c'est ça. Eux ils analysent, si c'est bon, ils injectent. Si c'est pas bon, ils arrêtent. Tu as les résultats des analyses? Comment? Tu as les résultats des analyses? Moi j'ai leur valeur en permanence. Tu as leur valeur. La conduite, c'est l'autoroute du gaz russe, l'ancienne autoroute du gaz russe. Non, c'est une autoroute du gaz, mais c'est de notre gaz importé, donc russe.